Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde organisée par Parlant RH en partenariat avec ADP et le groupe Elsan. Je suis Stéphane Barizella, Content Manager chez Parlant RH et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet essentiel, toujours d'actualité au cœur des stratégies RH, l'engagement des collaborateurs. Alors pourquoi parler de ce sujet maintenant? Eh bien parce qu'il est vrai que si la dynamique est positive depuis la fin de la crise sanitaire, les chiffres montrent que rien n'est jamais acquis. Alors, selon l'étude People at Work 2025 menée par ADP, un collaborateur sur 5 se dit engagé dans son travail dans le monde. C'est une très bonne nouvelle, c'est le taux le plus élevé enregistré depuis 10 ans. Toutefois, cette bonne nouvelle est aussi un rappel. L'engagement progresse, mais il reste fragile. Comment entretenir cette flamme? Comment nourrir durablement la motivation des collaborateurs dans un monde du travail en pleine transformation? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités exceptionnels. À ma gauche, Guillaume Goutet, vous êtes directeur des ressources humaines du groupe Elsan. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Et à la gauche de Guillaume, Arvin Alagapen, senior directeur major Account Services chez ADP. Bonjour Arvin. Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs présents avec nous. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Et bien sûr, comme d'habitude, merci à vous qui êtes en direct de nous suivre. Alors, aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une question essentielle, je le disais, comment renforcer l'engagement des collaborateurs aujourd'hui. Pour cela, nous allons appuyer nos propos sur trois axes majeurs. Le premier axe, c'est le développement des compétences. Comment en faire un véritable levier d'engagement et de fidélisation. Le deuxième axe, c'est l'intelligence artificielle. Peut-elle devenir un moteur d'engagement sans fragiliser la confiance? Et puis, nous terminerons avec une troisième partie sur d'autres leviers important pour nourrir, pour soutenir cette motivation des collaborateurs, autre levier que vous découvrirez à la fin de cette table ronde. Vous l'aurez compris, un programme dense nous attend avec des avis complémentaires et surtout, je vous le promets, des échanges sans détour. Une dernière chose avant de commencer, vous qui nous suivez en direct, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la table ronde. Nos invités y répondront avec plaisir à la fin de notre échange. Alors, sans plus attendre, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec une première question pour vous, Arvin. Votre étude People at Work 2025 d'ADP met en lumière des chiffres très intéressants sur l'engagement des collaborateurs. Et moi, il y a notamment une donnée qui m'a intéressé fortement, c'est l'endroit où l'on travaille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Bien sûr. Dans notre étude, on distingue trois catégories de salariés. Ceux qui travaillent uniquement sur site, ceux qui sont en mode hybride et ceux qui sont en full télétravail à 100%. Ce sont globalement, en termes d'engagement, ce qu'on constate sur cette année-ci, c'est que sur ces trois types de modes, on constate une augmentation entre l'année 2025 et l'année précédente. Ce sont les travailleurs en mode hybride qui sont les plus engagés, avec 25%. On constate une hausse de plus de 4 points. Et suivent derrière les employés qui sont présents uniquement sur site, avec une hausse de plus de 5 points, arrivant à 21% d'engagement. Et enfin, les télétravailleurs à temps complet, qui, eux, sont à 11%, mais néanmoins avec une hausse de 2 points. De notre point de vue, et comment on s'explique, bien évidemment, avant tout, une entreprise, c'est un collectif, c'est porteur de liens sociaux, c'est les relations interpersonnelles, et puis bien évidemment, c'est cette gestion de la relation de proximité qu'on peut avoir en se retrouvant tous sur le site, et qui favorise bien évidemment l'échange, la créativité, le renforcement du sentiment d'appartenance finalement, puisqu'on est tous ensemble, et on est tous présents aussi ensemble à un endroit. Donc forcément aussi, ça joue de se retrouver sur un site. Et puis enfin, ça génère aussi forcément naturellement une série de facteurs de motivation qui génèrent l'engagement et par conséquent, et c'est surtout ça qu'on constate, c'est la conséquence de la performance individuelle comme la performance de groupe. Ce qu'on peut constater globalement sur le mode de travail hybride, c'est quand il est possible, parce que certains métiers ne sont pas télétravaillables, c'est que ça offre vraiment une vraie flexibilité, à la fois en termes de temps. On échangeait encore il n'y a pas si longtemps sur la durée des déplacements, qu'elles soient en région parisienne ou autre, de lieu, naturellement, le temps qu'on peut
l'endroit où on peut se trouver pour pouvoir justement continuer à travailler, échanger. Mais ça permet aussi de continuer à préserver le collectif et les relations interpersonnelles. Et globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que ce mode hybride, en un sens, c'est le meilleur des deux mondes. Merci beaucoup, Arvin. Alors, Guillaume, je me tourne vers vous. Je parlais en introduction d'un taux record d'engagement des collaborateurs. Est-ce que vous partagez ce constat à l'échelle de votre entreprise? Absolument, merci beaucoup. Oui, et d'autant plus qu'on aura l'occasion d'y revenir sans doute pendant cette table ronde, mais on a déployé un grand baromètre social ELSAN en 2022 et on a redoublé en 2025. Donc c'est tout frais. On a des résultats et de la data, je dirais, en grand nombre sur cet engagement, les conditions clés, les facteurs clés de la réussite de nos collaborateurs. Et on constate effectivement, comme ce que remonte votre étude, un taux d'engagement qui est en progression de l'ordre de 5 points entre 2022 et 2025. Et c'est à peu près la même chose pour les mises en condition de réussite. En complément de ce qui vient d'être dit, bon, évidemment, ELSAN, groupe d'hôpitaux privés, donc des services à la personne, le métier, c'est le soin, 28 000 collaborateurs, donc 9 000 infirmiers. Vous comprenez bien qu'effectivement, à la base, le socle du mode de travail et de l'organisation du travail, c'est l'équipe. C'est même au tout début, c'est le binôme entre l'infirmier et l'aide-soignant, la sage-femme et l'auxiliaire de QR, tout ça avec le docteur. Donc, c'est évidemment la relation d'équipe, évidemment un taux de présentiel qui est relativement élevé dans nos établissements, également un mode hybride qui est maintenant consacré comme étant le mode le plus recherché et qui favorise effectivement la plus grande flexibilité dans l'organisation du travail personnel et donc la meilleure performance. Donc, on n'échappe pas aux règles générales, si ce n'est que dans nos établissements de santé, effectivement, les gens travaillent en garde, dans les cycles de 7 heures, 12 heures, mais ils sont en présence. Merci beaucoup, Guillaume, et encore merci à Arvin. Donc, nous allons maintenant passer à cette première partie, qui est un sujet qui reste un pilier de toute stratégie RH, mais qui est parfois sous-estimé, c'est le développement des compétences. Former, accompagner, faire grandir, c'est vrai que sur le papier, on est tous d'accord. Dans la réalité, les chiffres, parfois, nous racontent une autre histoire. Toujours selon l'étude People at Work d'ADP 2025, seulement 17% des salariés estiment que leur entreprise investit réellement dans les compétences nécessaires pour faire progresser leur carrière. Alors, comment transformer la formation en un vrai levier d'engagement? Comment faire en sorte que chaque collaborateur se sente non seulement formé, mais également accompagné dans son évolution? Et surtout, comment concilier cette volonté d'individualisation des parcours avec les besoins collectifs de l'entreprise? Pour en parler, je me tourne d'abord vers vous, Arvin, avec une première question. Les salariés jugent-ils que leur entreprise leur offre suffisamment d'opportunités pour développer leurs compétences au quotidien? Alors, selon l'étude ADP, c'est vrai que la réponse, elle est assez courte et même directe. La plupart des salariés aujourd'hui, et ceux présents à l'international, se disent que leurs employeurs ont des lacunes en matière de formation sur le terrain et autres formes de développement de compétences. Pour revenir justement sur quelques chiffres et sur les statistiques présentes dans l'étude, seuls 24% des salariés à l'international sont convaincus de posséder les compétences requises pour faire progresser leur carrière. Et à l'intérieur de ça, seulement 17% d'entre eux se disent tout à fait d'accord sur le fait que leur employeur investisse dans leurs compétences pour permettre leur progression de leur carrière. Donc, autrement dit, les ratios sont assez faibles, Stéphane. Effectivement, et justement, pourquoi le développement des compétences est-il aujourd'hui un levier central d'engagement des collaborateurs? Ce qu'on constate, c'est que le potentiel de progression grâce à la formation est l'un des vecteurs forts de l'engagement des collaborateurs, parce que la formation continue, bien évidemment, elle joue son rôle, hein, mais il faut le mettre au regard avant tout des mobilités internes qu'ils peuvent trouver et retrouver dans leur entreprise. Avoir des opportunités de carrière au sein d'une entreprise, c'est évidemment un facteur de motivation, d'engagement, et qui entraîne des actions de formation. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des mises à niveau technique, il peut y avoir des développements de compétences à la fois comportementales, mais aussi ça permet, et en fonction aussi des postes et des opportunités dans l'entreprise, d'acquérir des approches multiculturelles. Ça peut être l'exemple chez ADP, par exemple. C'est pourquoi
on préfère parler de développement de compétences au sens large, parce qu'en fait, il peut y avoir deux dimensions à ça. La première, c'est la formation. La formation qui certes, en elle-même, n'est pas une finalité en soi, elle a un objectif derrière. Et de l'autre, c'est l'expérience de l'apprentissage en situation. Le modèle, d'ailleurs, ce qu'on constate également chez ADP, et ce qu'on a constaté aussi à travers l'étude, c'est que les modèles d'apprentissage que nous utilisons donc, chez ADP nous démontrent en fait que la formation ne représente que 10% de l'apprentissage. Et concrètement, en fait, les 70% les plus importants viennent de l'expérience. Cette expérience où elle s'acquiert à travers l'apprentissage dans le réseau, lors de la prise du nouveau poste et des nouvelles responsabilités. Donc, le développement des compétences, ça va donc bien au-delà de la formation. On se l'est dit juste avant, ça va aussi avec les objectifs potentiels et le déploiement des mobilités potentielles qu'il peut y avoir aussi à l'intérieur de l'entreprise. Parce que ça va générer finalement la motivation aussi de se dire comment je vais continuer à apprendre, comment je reste employable, comment je m'adapte à des compétences, comment aussi je m'adapte aux évolutions technologiques, hein, parce que le monde change, le monde évolue à une vitesse effectivement assez incroyable. Je pense qu'on en parlera d'ailleurs juste après. Mais on le met finalement au regard des opportunités qui peuvent, à la fois à titre individuel mais collectif, mais avant tout individuel, en fonction des mobilités internes qu'il peut y avoir. Et donc l'apprentissage aussi, elle peut aussi se faire à travers entre pairs, lors du tutorat, des approches innovantes de développement qui peuvent exister. Et puis enfin, 3 points aussi complémentaires à ça, c'est que dans notre étude, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un impact massif aussi, puisque les salariés affirment que leur employeur qui les forme pour progresser sont 6 fois plus susceptibles de recommander leur entreprise. L'autre impact positif, c'est que 3,3 fois plus enclin, c'est le chiffre en fait qu'ont communiqué justement les employés qui ont répondu à cette étude et qui se disent être très productifs parce qu'ils estiment que leurs employeurs ont investi en eux pour leur progression. Et puis enfin, et je pense que ce n'est pas les moindres, c'est que 2 fois plus d'employés, de salariés, 2 fois plus d'entre eux déclarent qu'ils n'ont pas l'intention de quitter leur entreprise. Et ça, je trouve que ce chiffre, il est assez impressionnant. Il est assez impressionnant parce que naturellement, on a parlé de chiffres qui démontrent à quel point l'investissement en formation est important, que le développement des compétences impacte directement l'engagement et la productivité. Mais la rétention des collaborateurs, c'est un réel enjeu aujourd'hui dans les entreprises. Et sans parler également de l'aspect du coût financier que cela peut générer. Merci beaucoup, Harry. On comprend vraiment bien l'importance du développement des compétences. Guillaume, concrètement, comment est-ce que vous avez intégré le développement des compétences dans la stratégie d'engagement du groupe Elsan? Merci. Alors peut-être tout d'abord un rappel sur l'essentiel de nos métiers. Je disais que sur nos 28 000 collaborateurs, 9 000 étaient infirmiers par exemple. Chez Elsan, on exerce principalement dans des métiers dits réglementés et dans un cadre dit normé. Donc effectivement, nous avons des infirmiers, des aides-soignants, des sages-femmes qui sont diplômés d'État, avec donc des compétences qui sont reconnues et qui exercent leur profession par l'intermédiaire de, malheureusement, c'est comme ça, de textes réglementaires, des décrets, des arrêtés, qui fixent effectivement le champ de l'intervention et donc le champ des compétences attendues pour ces interventions de la majorité de nos salariés. Pour autant, bien évidemment que le développement de la compétence est au cœur même de nos stratégies d'engagement et depuis longtemps. Alors je disais l'enquête d'engagement 2022, on a eu un serious warning en 2022 où effectivement nos collaborateurs nous ont dit que nous n'offrions pas suffisamment d'opportunités de développement et que nous ne les formions pas assez une fois qu'ils avaient acquis ce diplôme d'État et qu'ils rentraient chez Elsan et au sein de nos établissements.
Et donc 2025 consacre une très nette progression. On a gagné 12 points de satisfaction effectivement sur la formation professionnelle. On arrive globalement à un taux de 51% des salariés qui disent qu'Elsan s'occupe suffisamment d'eux au titre du développement des compétences, des parcours professionnels et de la formation professionnelle. Donc on enregistre de réels progrès, mais comme ça a été dit au début, et vous l'avez très très bien rappelé, rien n'est jamais acquis. Tout ça, ce sont des équilibres assez fragiles, assez instables, et il faut donc se renouveler en permanence. On adresse le sujet sur 3 grands axes, 3 grandes catégories de salariés chez Elsan. Il y a les cadres dirigeants, qui sont nos patrons de site, nos directeurs et directrices de clinique, les managers, la tranche vraiment intermédiaire, mais la cheville ouvrière, en tout cas le pivot entre la direction et nos salariés, et donc bien sûr, comme je le disais, nos salariés. Sur les salariés, on va donc chercher à développer la polyvalence. Comme je l'ai dit, les salariés qui sont formés, diplômés, derrière, dans un contexte qui, il faut le rappeler, reste pénurique et va le rester relativement durablement. Et donc, on cherche à retenir, fidéliser et engager. C'est clé de tout de suite développer la polyvalence chez nos salariés. Et donc, on va chercher à développer des diplômes universitaires, des compléments de formation, des compléments de compétences, afin de permettre le meilleur emploi au sein de nos établissements. Pourquoi? Pour assurer plus facilement le remplacement dans un service de gériatrie quand on exerce dans un autre service de médecine, aller faire une vacation au bloc opératoire lorsqu'on le peut, et ainsi de suite, ou en dialyse, ou en soins critiques. Donc ça, c'est un champ extrêmement important. On consacre des efforts financiers très, très élevés depuis 2023 sur ce sujet-là. Il y a donc des plans de développement de compétences dans chacune de nos cliniques, et bien sûr des formations de groupe qui sont des formations un peu plus stratégiques. Le deuxième champ, comme je le disais, ce sont les managers. On a environ 1000 managers dans le groupe Elsan, pour beaucoup de raisons, des raisons sociétales, sociologiques, d'évolution rapide des générations. On sait très bien qu'on a besoin de former nos managers, de développer leurs compétences managériales en premier lieu. Ils sont souvent issus de nos rangs, ce sont d'excellents experts, qui ont une véritable expertise métier, technique, mais on ne s'improvise pas manager, comme chacun le sait, et donc on leur donne les clés, les outils de la réussite pour exercer leur fonction de manager au sein de leurs équipes. Et là, on a lancé un programme en 2021-2022. Aujourd'hui, on a formé presque les 1000 managers qui étaient notre cible. Évidemment, il y a eu un peu de turnover entre-temps, donc on doit se renouveler. Donc, on poursuit ce programme qu'on appelle Manager by Elsan, qui est absolument clé dans le groupe, une fois de plus, et qui est l'un des facteurs d'engagement et de réengagement de nos collaborateurs sur le terrain. Et puis, on adresse également, je tiens à le mentionner parce que c'est important, des programmes particuliers pour nos dirigeants, en tout cas nos directeurs d'établissement. Le métier est véritablement aride aujourd'hui, il est adverse, je dirais. C'est un magnifique métier, celui de directeur de clinique, mais il est objectivement très complexe dans ce contexte d'incertitude. Donc, on a des programmes pour les jeunes directeurs. On a bien sûr du mentorat, du tutorat, mais on a également un programme qu'on appelle Directeur Santé, qui est notre programme phare chez Elsan. On a aussi un programme Horizon Santé, c'est donc pour les directeurs en devenir, qui est potentiel, qu'on a identifié dans notre People Review comme étant potentiellement ceux qui vont pouvoir accéder prochainement à des fonctions de direction. Et puis, on a un programme qui s'appelle Expert Directeur, qui est vraiment le programme qui vise à apporter des compléments de compétences, qu'elles soient financières, RH, sociales, juridiques, à nos directeurs lorsqu'ils en ont besoin. Voilà un peu, à très grand trait, la stratégie de développement des compétences chez Elsan pour nos différentes catégories de salariés, donc dans une logique effectivement d'engagement. Merci Guillaume. Dans tous ces programmes riches et innovants, selon vous, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Et pourquoi, surtout? Alors là où on a eu incontestablement, je le disais, d'excellents résultats, c'est dans la formation managériale. Il y a un véritable enthousiasme, il y a beaucoup d'entrain, d'appétit pour suivre ces formations. Elles se déploient de façon hybride. On a du présentiel au siège social, dans les établissements, et puis on a évidemment un mode hybride. On a utilisé des technologies innovantes, comme le LXP. Je mentionne par exemple une formation qui ne va pas forcément dire beaucoup de choses au public, mais on a appelé ça format bloc. Au sein du bloc opératoire, vous avez une fonction assez stratégique qui est la circulante de bloc. La circulante de bloc, ce n'est pas celle qui est dans le bloc auprès du chirurgien ou de l'anesthésiste, mais c'est celle qui va donc circuler entre toutes les salles de bloc. Parfois, dans un bloc opératoire, vous avez entre 15 et 20 salles.
pour assurer, bien sûr, des fonctions de coordination, de logistique. On a déployé avant le Covid, cette formation était présentielle, elle était donc quasiment plus suivie, elle était en déshérence, il faut se le dire. On a totalement innové, on a fait ça à base de LXP, des capsules de vidéo qui rencontrent maintenant un plein succès, et donc on forme 100% de nos circuits de blocs chez Elsan grâce à cette nouvelle formation. Donc c'est de l'hybridité, de l'innovation et de l'agilité, parce que les formations finalement sont revues tous les ans. Tous les ans, on les fait évoluer. Entre mon entrée dans le groupe il y a 3 ans et aujourd'hui, quasiment l'ensemble du catalogue de l'université Elsan a été modifié, a été adapté. Merci Guillaume. J'ai une dernière question sur cette première partie. Est-ce que c'est aux collaborateurs de prendre l'initiative en exprimant leurs besoins, leurs envies de développement, ou bien est-ce qu'ils sont plutôt orientés par le manager ou par les membres de la fonction RH? Alors, c'est un peu des deux, bien sûr. Alors, là, on n'est pas très, très disruptif. C'est classiquement l'entretien annuel ou l'entretien professionnel qui va permettre effectivement de déceler ce besoin en renforcement ou en ajustement des compétences, ce souhait de développement personnel. Donc, ce sont les besoins du groupe et des établissements, les motivations des salariés. Moi, ce que je constate aussi, ce que je trouve très positif dans les enseignements de votre étude là, que j'ai parcouru, c'est, moi, je disais il y a quelques années que je trouvais que le moteur de l'ambition était un peu en panne, que les jeunes avaient peut-être un peu moins envie de prendre de la responsabilité et de développer leurs compétences pour aller chercher effectivement un peu plus de responsabilité au sein de l'entreprise. Et je vois que ça évolue plutôt favorablement, qu'il y a une volonté aujourd'hui à la fois verticale et horizontale d'accéder à des véritables développements de parcours. Et donc ça, je trouve ça très positif. Et donc nous, on essaie d'entretenir ça. Je vous parlais des soignants qui vont pouvoir accéder à des fonctions de direction. Mais tout ça se fait dans un dialogue entre le manager, la RH et le salarié. Merci beaucoup à tous les deux. Avant de commencer cette partie, je le rappelle à vous qui nous suivez en direct, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous prendrons quelques minutes à la fin de notre échange pour y répondre. Eh bien, je propose de changer de dimension maintenant avec cette deuxième partie, où il sera question d'un sujet à la fois passionnant et clivant, l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, parfois avec enthousiasme, parfois avec inquiétude. Voilà, ça dépend des jours presque. Mais la vraie question qui nous intéresse aujourd'hui est la suivante. L'IA peut-elle vraiment renforcer l'engagement des collaborateurs? On le sait, la technologie a toujours deux visages. D'un côté, elle libère du temps, elle simplifie les tâches, elle fluidifie les interactions. Mais de l'autre, elle peut aussi créer de la distance, voire de la méfiance, si elle n'est pas bien comprise ou mal utilisée. L'enjeu, c'est donc d'en faire un levier de performance et de confiance, plutôt qu'un outil de déshumanisation. Et puis, il y a une autre question plus symbolique. Quand une entreprise adopte l'IA, c'est aussi un signal fort envoyé à ses collaborateurs. Cela dit quelque chose de sa culture, de sa capacité à innover et à se projeter dans l'avenir. Alors, comment concilier innovation technologique et engagement humain? Comment s'assurer que l'IA soutient les collaborateurs plutôt que de les éloigner? Pour en parler, j'ai une première question pour vous, Arvin. Comment l'IA peut renforcer l'engagement des collaborateurs? Et bien derrière l'engagement, déjà, il y a un premier lien qui correspond aux besoins de ce que je vais gagner. Et donc, derrière l'IA, c'est qu'est-ce que l'IA va me faire gagner. Et l'IA a globalement aujourd'hui pour vocation à substituer les tâches les plus récurrentes et les plus répétitives pour aller gagner du temps. Je vous donne 3 exemples concrets. Le premier, d'un point de vue purement RH, aujourd'hui on a un portail chez ADP qui s'appelle AskHR. Et sur AskHR, c'est une plateforme. C'est une plateforme dans laquelle en fait, les collaborateurs peuvent poser leurs questions et retrouver l'ensemble des informations dont ils ont besoin. C'est un système qui fonctionne. Dans certains cas, fonctionne bien. Dans certains cas, fonctionne moins bien. Parce qu'il demande encore un certain effort de recherche. On peut avoir une information proche de celle dont on recherche, mais qui n'est pas forcément celle que l'on attend. Donc parfois, il faut reformuler peut-être sa question. Parfois, il faut naviguer, il faut aller dans différentes rubriques. Et bon, quelque part, en fait, on a perdu quelques secondes, quelques minutes, mais on arrive à obtenir la bonne réponse. Ça, c'est le plus important. L'intérêt, en fait, par exemple, là, d'intégrer un moteur d'intelligence artificielle, c'est de pouvoir additionner finalement l'existant, récupérer l'ensemble de la base d'informations, de la base de données, et pouvoir associer à ça
un moteur qui va nous permettre en fait de récupérer en fonction de notre besoin, de l'expression, de la manière dont on a posé la question, de la manière dont on avait peut-être même déjà posé cette même question, récupérer l'information en fait dans un temps bien évidemment plus rapide, record, et qui va à la fois faire gagner du temps à nos collaborateurs, mais également aux équipes RH qui, malgré tout, quand on ne trouve pas, moi-même le premier, la réponse, on les sollicite malgré tout derrière. Et donc l'objectif, évidemment, c'est à la fois de les décharger, de moins les solliciter, mais surtout pour les collaborateurs de récupérer directement l'information presque en clic-bouton. La deuxième information aussi, le deuxième exemple que je peux donner, qui est à la fois en lien avec ce mode de clic-bouton, puisque, encore une fois, l'évolution est là, le monde change, on a des nouvelles générations qui arrivent, qui elles-mêmes sont nées et ont été bercées dans l'ultra connecté, où tout se gère en fait en 2 clics, voire 1 clic. Donc forcément, avec l'intégration de l'IA, avoir l'information au moment où on le souhaite et de l'avoir de la façon donc, la plus rapide, mais également la plus fiable, c'est ce dont on cherche et que l'on attend. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est la même transposition finalement pour les équipes opérationnelles qui ont aujourd'hui accès à des bases de connaissances. Alors, ils ont une base de connaissances qui peut se trouver à un endroit, mais également à sur d'autres plateformes. Et l'objectif justement de l'IA, c'est d'aller pouvoir concaténer l'ensemble de ces informations pour aller vous apporter la réponse la plus précise par rapport aux besoins. Donc, c'est à la fois un gain de temps, c'est à la fois un alignement aussi par rapport à votre propre besoin. Et globalement, on revient à notre sujet de ce que nos collaborateurs peuvent gagner. Et puis enfin, moi j'aime bien le mettre aussi au regard de nos clients. C'est notre petit bonus aujourd'hui qu'on est en train de lancer, c'est ADP Assist, qui va nous permettre en fait, pour nous, ADP, d'offrir à nos clients une évolution extrêmement stratégique qui nous permet ADP de pouvoir passer d'une relation B2B auprès de nos clients à B2B2C auprès de leurs employés. Et là, on est vraiment dans du double gagnant, voire du triple gagnant même, exactement, puisque concrètement, les collaborateurs de nos clients vont pouvoir accéder à travers l'application à tout type de demande qui est complètement personnalisée et qui permet, justement, je donne un exemple, en tapant quelques informations clés du type quelle est ma mutuelle et quel est mon taux finalement de remboursement pour ma paire de lunettes, ma dernière paire de lunettes que j'ai achetée hier, et de pouvoir bénéficier de l'information. Autre point également, c'est vous êtes sur une urgence, vous ne savez plus combien de jours de congé vous avez, au lieu de solliciter vos équipes RH dans votre entreprise, vous allez directement taper et demander l'information et vous récupérez directement l'ensemble des données. On est à la fois dans du gain de réponse de la part des équipes RH de nos clients auprès de leurs employés, un gain de temps de la part des employés qui ne sollicitent pas forcément leurs équipes RH et qui ont directement l'information, et ça peut également être un gain de temps pour ADP qui, à la fois, n'a pas besoin de donner la réponse directement, dans certains cas, à leurs clients, puisque l'information est directement récupérée auprès du salarié. Merci Arvin. Je le disais tout à l'heure en introduction de cette deuxième partie, adopter l'IA, c'est aussi envoyer un signal fort sur la modalité et la capacité d'innovation de l'entreprise. En quoi est-ce que cela joue-t-il un rôle sur son image? Chez ADP, nous l'abordons avec une vision tournée vers l'avenir, celle de construire le futur dès aujourd'hui, mais avec nos collaborateurs, et de partir en fait des besoins de demain. L'idée, c'est de donner un cap clair, inspirant, tout en inscrivant finalement l'innovation dans la continuité de notre mission. Chez ADP, qui existe depuis des décennies, qui peut être considérée par certains comme une entreprise historique, traditionnelle, il est vrai que on est surtout ancré dans nos acquis, dans nos fondamentaux, qui est de répondre à la satisfaction de nos clients. Mais nos clients, derrière nos clients, se cachent en fait des millions de clients.
des millions de salariés qui aujourd'hui, finalement, sont elles-mêmes au cœur de la stratégie des entreprises. Mais on répond à un besoin qui est fondamental pour nous, qui reste la fiche de paye. Et donc, l'intelligence artificielle, elle nous permet de nous ajuster, d'aller plus loin. Et elle nous permet finalement d'apporter une valeur complémentaire à nos clients parce qu'on apporte une vision à la fois technologique, d'innovation finalement par rapport à notre propre métier. On se dit qu'une fiche de paye, ça peut être très simple à réaliser, mais avec l'intelligence artificielle, elle peut nous permettre justement d'aller encore un cran plus loin. Quand on intègre finalement dans cette réflexion les engagements, l'image d'ADP et une entreprise qui est à la fois en mouvement, à la fois capable d'évoluer et d'innover dans notre secteur, en fait, vous créez une certaine fierté par rapport à vos collaborateurs de se projeter dans le futur avec justement des moyens qui sont déjà mis en place et pour lesquels justement vous les intégrez pour travailler la copie du futur. Merci Arvin. Guillaume, de votre côté, comment est-ce que vous prévoyez de déployer l'IA dans les mois à venir dans le groupe Elsan? D'abord, je remercie Arvin pour son intervention et bien évidemment le B2B, B2C nous intéresse au premier plan et on travaille très très bien et on suit toutes ces innovations technologiques avec vous et dans une logique effectivement d'être en capacité de répondre aux interrogations de nos salariés, tout ça en produisant une paye en temps et en heure et juste, bien sûr. Alors, deux volets peut-être chez Elsan en termes d'intelligence artificielle. Le volet qui est peut-être plus connu, qui est celui appliqué à la santé de nos patients. Et donc là, évidemment, tout le monde comprend que par le volume de data que l'IA est capable d'analyser et de travailler, on fait des progrès mais continus dans tout le domaine de l'imagerie, bien sûr de la capacité d'analyse et dans le détail d'aller trouver des pathologies ou des défauts, des dysfonctionnements qu'on n'aurait pas pu trouver il y a encore quelques années. Et là encore, on est sur une continuité, je dirais, de l'innovation qui fait qu'on a devant nous encore un champ de progrès qui est énorme. On peut penser par exemple demain à la médecine prédictive, qui est un champ encore à explorer et que l'intelligence artificielle va nous permettre d'explorer avec beaucoup d'efficacité. La médecine de prévention, je citer le suivi des patients à distance, par exemple, qui est quelque chose qui nous attend tous potentiellement demain, ou des choses plus concrètes comme des prothèses intelligentes, voilà, qui pourront être également analysées à distance. Donc tout ça, c'est le champ, je dirais, de l'innovation et de l'intelligence artificielle en santé, au service du soin. Et derrière tout ça, vous avez aussi, bien sûr, la data, puisque lorsque vous soignez 5 millions de patients pour Elsan, par exemple, en France tous les ans, et bien, vous accumulez un certain nombre de data. Et donc, vous avez aujourd'hui la notion d'entrepôt de données de santé. Et Elsan a été primé par la BPI et on est dans le cadre du programme France 2030. Donc, on développe le premier entrepôt de données de santé privé qui va donc permettre d'améliorer la recherche, le suivi de nos patients et d'améliorer, bien évidemment, la connaissance et le travail sur les différentes pathologies. Et puis, il y a le volet, bien sûr, plus métier, je dirais un peu plus classique. Et là, je me rapproche un petit peu de tout ce qui vient d'être dit par Arvin. Peut-être juste un peu pour mettre une frise un peu chronologique. On est tous partis d'une IA que je qualifierais un peu générique. Hein, donc, c'était un peu l'IA pour tous. On a tous découvert. Tout ça, maintenant, on voit bien que les cas d'usage sont arrivés globalement à maturité. Chez Elsan, c'est les grands services qui utilisent l'IAG, c'est la communication, le juridique, la RH, sur des cas d'usage qui maintenant sont effectivement assez éprouvés, sur le social, bien sûr sur le recrutement, sur la formation, le learning. Donc ça, ce sont des choses qui sont maintenant bien derrière nous. Et aujourd'hui, on est dans ce moment où on passe plutôt dans ce qu'on appelle chez Elsan l'IAG contextualisé, c'est-à-dire une IA adaptée à la data. Donc maintenant, nous commençons à avoir une meilleure maîtrise et au process. Donc évidemment à l'organisation et au process de l'entreprise. Et donc là, on va vraiment chercher de l'IAG appliqué. Moi, je donne par exemple un exemple pour la RH, mais il y en a beaucoup. Dans une clinique ou un hôpital, vous avez ce qu'on appelle le planning. Le planning, c'est vraiment ce qui organise le travail et la continuité du soin au sein des équipes soignantes, qui va dire que telle personne doit prendre sa garde tel jour à 8h et à 19h, et ainsi de suite après l'équipe de nuit.
La notion de planning est extrêmement compliquée aujourd'hui parce qu'on a un petit peu d'absentéisme. Je parlais tout à l'heure du besoin de polyvalent, donc c'est aussi la bonne adéquation entre le besoin et la ressource au bon moment. Et donc, on est en train d'intégrer de l'intelligence artificielle dans la conception, la génération de nos plannings avec un éditeur. Et donc là, on va énormément avancer. On a aussi, par exemple, au bloc opératoire, ce qu'on appelle la planification sous contrainte. Et donc là aussi, grâce à l'intelligence artificielle, on va réussir à optimiser les plages d'emploi du bloc opératoire en fonction du besoin des patients et de la ressource que nous avons disponible au sein de nos cliniques. On met en place des process de RPA à titre de RH. Moi, j'ai deux RPA qui sont quasiment maintenant full opérationnels dans le groupe et qui m'apportent une plus-value dans des domaines assez techniques, hein, mais qui m'apportent une plus-value et évidemment un gain de temps pour ma DRH qui est absolument colossal, qui sécurise effectivement le pilotage et la supervision de ces processus. Donc, on est vraiment dans ce moment-là de l'IAG contextualisé, adapté véritablement aux besoins de nos salariés et du groupe et de ses process. Et puis demain, bien sûr, donc là, on est en train d'internaliser un certain nombre d'IA, pilote et tout, mais on développe notre propre IAG effectivement pour les besoins d'Elsan. Et puis demain, évidemment, on va tous connaître les applications qui intégreront nativement l'intelligence artificielle et ça va devenir effectivement des usages beaucoup plus généralisés, quotidiens, je dirais, et pour l'ensemble de nos salariés. Tout ça, effectivement, on a une veille d'innovation et stratégique de tout l'écosystème de l'intelligence artificielle sur ces deux volets, métier et santé, en permanence avec la direction de l'innovation. Voilà un petit peu où on en est. Donc un bon déploiement en partant de l'IA générique, employé à peu près par tous, mais pas forcément de la façon la plus optimale. Et tout ça au service de la performance, et la performance étant évidemment au service de l'engagement. Merci Guillaume. J'ai une petite question rapidement pour finir cette partie. En quelques mots, est-ce que vous avez rencontré des résistances ou des freins en interne sur le déploiement de l'intelligence artificielle? Oui et non. On a quand même, je parlais du domaine du soin et de la data en santé. Et bien évidemment, je le dis, on fait partie des groupes et détenteurs d'un certain nombre de données qui peuvent être la cible de cyberattaques. Donc forcément, on est extrêmement prudent par rapport à cette problématique-là. Donc ça, je ne sais pas si c'est le premier frein, en tout cas, c'est effectivement quelque chose à bien prendre en compte lorsque vous développez un certain nombre d'outils à base d'intelligence artificielle et lorsque vous manipulez la donnée de santé. Après, il n'y a pas vraiment de réticence, je trouve qu'il y a beaucoup de curiosité par rapport à ça. Parfois, il y a de la méconnaissance, donc on est effectivement obligé de former, sensibiliser à un certain nombre de problématiques. Et donc, nous, on est vraiment dans ce moment-là aussi dans l'entreprise. Puis, on a mis en fait une approche très simple, basée sur l'analyse de la valeur et l'analyse du risque. Et puis, en fonction de ça, vous allez donc déployer un certain nombre de solutions qui vont être les plus adaptées à nos collaborateurs et au métier du groupe Elsan. Merci beaucoup Guillaume. Un petit rappel pour vous qui nous suivez en direct, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous allons y répondre dans quelques minutes. On va maintenant passer à la troisième partie. On a parlé jusqu'à maintenant compétences, on a parlé intelligence artificielle, mais l'engagement, on le sait, ne repose pas uniquement sur ces deux leviers, et même, j'ai envie de dire, il se joue aussi et surtout sur d'autres leviers dans le quotidien du management, dans la qualité des relations humaines, dans la capacité de l'entreprise à donner du sens, ou, comme le dira sans doute Guillaume, à donner le sentiment d'être utile. Parce qu'un collaborateur engagé, c'est avant tout un collaborateur qui comprend pourquoi il fait ce qu'il fait, qui se sent écouté, reconnu, soutenu, et puis qui évolue dans un environnement flexible et équilibré où il peut concilier performance et bien-être. Alors, au-delà de l'information et de la technologie, quels sont les leviers les plus efficaces pour nourrir durablement l'engagement? Quel rôle pour les managers, pour la culture d'entreprise et pour les conditions de travail? Pour en parler, une première question pour vous, Arvin. En dehors de la formation et de la technologie, quels sont les autres leviers qui engagent ou réengagent de manière durable les collaborateurs aujourd'hui? Et je pense qu'une grande partie des réponses se trouve dans la question et la manière dont vous avez abordé le point. Effectivement, plusieurs leviers jouent aujourd'hui un rôle majeur dans l'engagement des collaborateurs. Mais j'ai presque envie de vous dire back to basic. Premier point pour moi, c'est le management, vous l'avez dit. Le rôle du manager, il est essentiel, il est central. Et on compte aujourd'hui sur lui pour à la fois apporter du sens, à la fois
porter la voix de l'entreprise, à la fois permettre aussi à l'ensemble des collaborateurs de jouer finalement leur rôle et à leur place là où ils se sentent le mieux, là où on est en capacité de les faire progresser, là où on est en capacité également de pouvoir avoir le meilleur bénéfice, le meilleur résultat, à la fois pour le collaborateur et à la fois pour l'entreprise. Le manager, je l'ai dit avant, c'est les relais auprès des collaborateurs, il donne du sens, il fixe les priorités, ils sont présents en fait dans le quotidien et on dit souvent finalement qu'on ne quitte pas son entreprise, on quitte son manager. Et ça, je le retrouve, je l'ai retrouvé dans différentes entreprises et je pense, Guillaume, que vous voyez probablement la même chose au quotidien. Donc, le rôle du manager, il est aussi à la fois de mettre ses collaborateurs dans un climat de confiance, d'autonomie et de responsabilité. J'aimerais redonner maintenant à ça et revenir sur l'introduction qui nous emmenait finalement au travail en mode hybride. Et quand on se dit ça, finalement, on se dit que le mode hybride, il est avant tout basé sur la confiance. Et donc, ce qu'on a vu aussi post-Covid, c'est que c'est un vrai changement culturel par rapport au présentéisme qu'on avait jusque cette partie-là. Et donc, le manager a lui aussi dû s'adapter et savoir finalement travailler en collaboration en mode hybride avec ses collaborateurs. Et donc, naturellement, la confiance a eu son rôle majeur dans son évolution. Lié au management, et vous l'avez compris par rapport à ce que j'expliquais, c'est bien évidemment c'est le sens. Donner du sens, c'est la capacité de donner une vision claire, celle de la stratégie de l'entreprise et de sa déclinaison, et de relier finalement les actions individuelles aux différentes actions collectives afin de pouvoir justement répondre à l'ensemble des enjeux de l'entreprise. Et puis peut-être le dernier point, vous l'avez évoqué, la flexibilité. Et quand on dit flexibilité, on pense très souvent en fait au télétravail. Mais pour autant, finalement, regardez aussi ce chiffre puisqu'il est présent dans l'étude, c'est que toutes les entreprises n'ont pas de poste, bien évidemment, de télétravail, très travaillable. Mais en France, 40% des emplois qui sont compatibles permettent justement qui ne sont pas compatibles, permettent justement d'avoir une certaine flexibilité. Exemple, des plages fixes et d'autres des plages plus variables, des aménagements horaires qui sont effectués. Donc, concrètement, en fait, le télétravail est certes une forme de flexibilité, mais ce n'est pas la seule. Merci Armin. Vous ne l'avez pas évoqué, mais la rémunération n'est-elle pas aussi un levier d'engagement important malgré tout? La rémunération est souvent la base de la discussion. Et les avis divergent finalement aussi d'un endroit à un autre par rapport à ce point-là. C'est ce qui rend finalement la question très intéressante. On imagine souvent que la rémunération est le moteur principal finalement de l'engagement. Mais il est vrai qu'on ne se lève pas tous les matins en se disant qu'est-ce que j'ai gagné ou qu'est-ce que je vais gagner cet après-midi. Pour moi, et le constat également qu'on en fait, c'est que oui, la rémunération est un sujet, mais c'est un levier qui pour moi est temporaire. Et il est temporaire parce que finalement, on estime tous pas suffisamment gagner notre vie. Et même si on gagne bien aujourd'hui, après quelques semaines, on estimera effectivement ne pas la gagner suffisamment. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un sujet qui est temporaire parce que au final, il est inévitable qu'on revienne systématiquement sur ce point. En revanche, ce qui nous permet de continuer à avancer et d'être considéré, d'être engagé, c'est le rôle que l'entreprise met également, où l'entreprise met ses collaborateurs dans des conditions favorables afin de continuer à évoluer dans des environnements structurés, organisés, porteurs de sens, où les équipes se retrouvent dans leur quotidien et travaillent de façon efficace, puisque, comme je l'ai dit en introduction,
L'engagement égale productivité, productivité collective égale naturellement résultat. Et quand vous êtes dans cette émulation-là, naturellement, le matin, quand vous vous levez, vous êtes content d'aller retrouver votre équipe, vos collègues. Et un des premiers points aussi majeurs qui est revenu post-Covid, ou plutôt pendant le Covid, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous l'avez peut-être tous fait, c'est de retrouver ce pseudo-lien à travers les cafés connectés. Il y a eu des cafés connectés, il y a eu des apéros connectés. On a pu voir effectivement pas mal de belles choses lors de ce moment de résilience, mais qui nous emmenaient systématiquement au lien entre les uns et les autres. Merci Arvin. De votre côté, Guillaume, quelles actions à court et moyen terme envisagez-vous de mettre en place pour renforcer encore davantage l'engagement des collaborateurs? Tout d'abord, j'adhère à 200% à ce que vient de dire Arvin, bon, bien évidemment sur toute cette notion de sens et puis le rôle clé, ce qu'il a dit juste avant, le rôle clé de nos managers. Il faut se réinventer en permanence, je pense, dans le domaine de l'engagement face à cette succession de générations, effectivement, et un peu à cette accélération des successions de générations, parce qu'on voit très bien aujourd'hui que c'est beaucoup plus rapide. Donc nous, évidemment, basiquement, on va commencer par capitaliser sur le baromètre social 2025, cette grande enquête engagement national qu'on a menée sur l'ensemble de nos 28 000 collaborateurs. Et donc voilà, avec des résultats qui sont très, très encourageants et d'autres sur lesquels, effectivement, il faut qu'on continue à travailler pour créer les meilleures conditions de l'engagement et de l'engagement, effectivement, durable. Moi, donc, en complément de ce que dit Arvin, on va essayer, en tout cas chez Elsa, de continuer à adresser 3 sujets peut-être. Le sujet de ce que j'appellerais la SQVCT, donc la santé et la qualité de vie et les conditions de travail au sein de nos hôpitaux privés. Donc déjà, évidemment, le prendre soin des soignants. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais les soignants, malgré ce qu'on peut penser, ne prennent pas toujours suffisamment soin d'eux. Donc on a des offres typiquement de médecine de prévention pour organiser des bilans. Voilà. Et évidemment, on adresse tous les sujets classiques de l'accidentologie au travail, de la prévention des risques. En tout cas, véritablement permettre l'épanouissement des collaborateurs dans des conditions de travail et dans des conditions de santé au travail les plus favorables qui soient, sachant qu'historiquement, dans la santé, on adressait plutôt ce qu'on appelait l'exposition au sang. Donc, alors qu'aujourd'hui, on voit très bien que les facteurs sont beaucoup plus larges et qu'on doit les adresser à ce niveau-là. Et donc, on a des programmes dédiés, là encore, de qualité de vie au travail, qu'on a apportés du secteur industriel d'ailleurs, et qui sont extrêmement intéressants, qu'on a commencé à déployer en 2021 et qui continuent leur essor au sein du groupe. Le deuxième volet, c'est l'individualisation de la gestion. Je crois qu'on en a pas mal parlé aujourd'hui. Effectivement, je pense que c'est l'une des clés. Chez moi, ça veut dire l'individualisation du planning, de la conception et de l'entretien d'un planning pour des soignants. Ça veut dire l'individualisation d'une gestion RH. On a parlé tout à l'heure de développement de compétences, de construction de parcours professionnels, de co-construction de parcours. Voilà, être capable de répondre à ces nouvelles attentes de nos collaborateurs, alors qu'à un moment, on pensait effectivement que l'évolution professionnelle était un petit peu en panne. Et, il faut qu'on accompagne ce regain d'intérêt pour une véritable évolution professionnelle, y compris dans des métiers réglementés comme les miens. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la clé de voûte de tout ça, c'est pour redonner du temps au manager et redonner du temps à la RH pour effectivement construire ces parcours individualisés. Effectivement, il faut poursuivre et amplifier le phénomène de digitalisation RH. Donc c'est l'innovation. On le fait avec nos principaux partenaires. On a parlé de l'intelligence artificielle au service de l'engagement des collaborateurs. Mais moi, il est impératif que je poursuive dans ce champ-là. On a mis derrière nous les grands sujets de la gestion des temps, de la paie, grande fonction régalienne de la RH, mais maintenant, il faut être extrêmement agile sur l'exploitation de la data, sur tout ce qu'on est capable d'apporter en temps réel aux salariés. Vous avez parlé de votre intelligence artificielle B2C, merci. C'est vraiment ça demain que nos collaborateurs attendent, et c'est un peu mon troisième axe, mais un peu la clé de voûte de l'ensemble pour aller après faire effectivement cette gestion beaucoup plus individuelle de chacun de nos collaborateurs. Merci beaucoup, Guillaume. Pour terminer cet échange, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur sur cette question de l'engagement des collaborateurs. Après tout ce qu'on vient d'aborder, donc les compétences, l'IA, le management, la culture d'entreprise,
S'il ne devait rester qu'un message, en quelques mots, une idée forte à retenir sur l'engagement des collaborateurs, laquelle serait selon vous? Et on commence avec vous, Arvid. J'ai quasi répondu à la question précédente. Pour moi, si on devait retenir finalement qu'un seul message, je le déclinerais du coup en 2 points essentiels. Le premier, c'est le rôle des managers. L'engagement des collaborateurs, comme je l'ai dit avant, passe par eux. Pour moi, c'est une population qui est extrêmement privilégiée parce qu'ils sont clés dans notre organisation. C'est vraiment les rouages entre la décision stratégique, sa mise en place, sa déclinaison, l'accompagnement de chacun des collaborateurs, à la fois dans un point de vue de gestion individuelle et collectif, recentré sur une dimension de résultats attendus. Donc, pour moi, le rôle du manager est très important et son arme principale, son outil du quotidien, c'est le sens. Et donc, donner du sens, c'est ce qui vous permet chaque jour de savoir, en tant que collaborateur, pourquoi vous vous levez chaque matin, quel est mon propre rôle dans mon quotidien aujourd'hui au sein de l'entreprise. Le rôle du manager, en donnant du sens, il permet également aux collaborateurs de s'approprier les choses, de pouvoir agir sur les choses et de permettre justement d'être force de proposition. J'ai l'habitude moi-même de dire que quand vous travaillez chez ADP, vous n'êtes pas, comme cela peut exister dans plein d'autres entreprises, vous n'êtes pas simplement un numéro parmi tant d'autres. Vous êtes un collaborateur qui a la possibilité de pouvoir s'exprimer, d'apporter des idées, de participer et d'intégrer le côté stratégique de l'entreprise. Et donc, ça répond à cette dimension collective aussi, qui permet justement de recentrer tout le monde autour de nos différents enjeux. Et puis, encore une fois, on connaît tous cet adage, c'est les bâtisseurs, finalement, l'histoire du bâtisseur de cathédrale. Une personne pourrait vous dire, effectivement, qu'il est en train d'entasser des pierres, l'autre qu'il est en train de construire un mur, et celui à qui on a donné du sens est en train de vous dire qu'à ce moment précis, il est en train de construire une cathédrale. Donc, forcément, on est beaucoup plus engagé quand on comprend la finalité de son travail et la direction à suivre que peut apporter justement les managers au quotidien. Merci Arvid. Et pour ne pas faire de jaloux, j'ai une même question pour vous, Guillaume. Et rapidement, donc, moi juste pour conclure, 2 facteurs clés chez EMSAD en tout cas qui créent les bonnes conditions d'engagement, l'esprit d'équipe et la qualité du soin. Nos équipes nous le disent et nos salariés nous le disent et c'est fondamental. On a parlé au tout début effectivement de la présence dans nos établissements de santé au plus proche des patients et de la notion d'équipe au sein de la clinique qui est absolument clé dans le fonctionnement et dans la qualité du soin qui est reconnue et qui est celle qui donne effectivement le sentiment d'utilité, parce que le sens, quand on arrive le matin à la clinique, il est clair, c'est prendre en charge des patients. Et donc ça, c'est tout à fait important. Et juste pour conclure, un petit message résolument optimiste et qui n'est pas fin, et un message, en tout cas moi je suis absolument convaincu, on a parlé effectivement de la succession un peu effrénée des générations, je ne vais pas les énumérer, vous les connaissez tous très très bien, mais moi j'entends beaucoup, un peu, entre guillemets, les plus anciens, les plus seniors dans l'entreprise dire bon, qu'aujourd'hui, les générations, ça ne vaut plus rien, l'engagement n'est pas du tout le même, le rapport au travail a changé, on n'a pas, entre guillemets, le même répondant, le même fighting spirit, on ne place pas exactement les mêmes valeurs au sein de l'entreprise. Anyway, c'est pas complètement faux, c'est même pas faux, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux juste dire, c'est que les leviers de l'engagement, il y en a, ils sont réels. Moi, je les vis au quotidien dans les établissements du groupe. Il s'agit juste effectivement de trouver les bons nouveaux ressorts, les bonnes clés effectivement qui permettent aujourd'hui à nos collaborateurs de se réengager. Mais je fais partie de ceux qui refusent obstinément la vision qui consiste à dire aujourd'hui, entre guillemets, ils ne valent plus rien, ou en tout cas, ils ne sont plus faits comme nous étions faits nous, et ils n'ont pas le même engagement. Oui, peut-être, ils ont un engagement qui est différent, ils viennent chercher
des valeurs, une organisation et des conditions de travail qui sont différentes. Parfois, moi-même, je les envie. Et parfois, je me dis que s'il y a un phénomène qui se répand aussi aux plus seniors, eh bien, c'est très, très bien. Et donc, c'est vraiment un message résolument positif et l'étude le montre très, très bien, sur l'engagement des plus jeunes générations au sein de nos entreprises. Merci Arvin, Guillaume, d'avoir répondu à mes questions. Nous avons reçu quelques questions sur nos plateformes de diffusion. Je vais en sélectionner une pour chacun d'entre vous pour terminer cette table ronde. La première question pour vous, Arvin, est-ce que vous avez des exemples d'actions concrètes pour offrir plus d'opportunités de développement des compétences aux salariés? C'est une bonne question. Oui, de façon concrète, aujourd'hui, ADP est une entreprise internationale, présente à travers la planète et qui produit donc à la fois la paye et la gestion RH sur l'ensemble des différents continents. Aujourd'hui, si on doit se parler d'une action concrète, la plus simple, c'est les formations en anglais. Parce que vos collaborateurs, les collaborateurs et vos collègues de votre quotidien peuvent se trouver le matin à Shanghai et en fin de journée aux États-Unis. Donc vous êtes amené naturellement aussi à pouvoir échanger, continuer à culturellement aussi à s'adapter, à comprendre bien évidemment la langue, mais les codes qui peuvent être différents finalement d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, c'est des formations concrètes qui sont mises à disposition et pour lesquelles, encore une fois, dans une logique potentielle, à la fois individuelle et collective, mais individuelle avant tout, où en termes d'évolution, elle peut exister à la fois en France, mais elle peut exister également à Barcelone, aux États-Unis, elle peut être partout à travers la planète. C'est la force d'un groupe dont les mobilités internes sont totalement ouvertes. Merci Arvin. Une question pour vous, Guillaume. Tout à l'heure, vous parliez de métiers à horaires contraints. La flexibilité semble difficile à mettre en place. Quelles sont les petites marges de souplesse au-delà de la gestion du planning qui peuvent déjà faire la différence en matière d'engagement des collaborateurs? Ça va, on l'a un petit peu dit, ça va être dans l'hybridité effectivement des modes de travail. On se l'est dit, le moment où il faut délivrer le soin et il y a cette notion de continuité de l'activité, ça c'est un peu plus complexe, mais c'est ce qu'on va quand même rechercher. Donc l'adaptation, on voit très bien aussi que on a, alors je ne vais pas rentrer dans notre jargon, mais on a la médecine froide et la médecine chaude, en gros les urgences et la médecine que vous pouvez programmer. Et donc en fonction de ça, évidemment, vous allez adapter l'organisation du travail de vos salariés selon que votre établissement a un service d'urgence ou pas, a une maternité ou pas, a tel type de service de soins ou pas. Et donc là, vous allez pouvoir effectivement, avec la clé qui est quand même, que je disais au début, qui est quand même un peu la polyvalence, sortir un tout petit peu, aider nos salariés à sortir de leur ultra spécialisation. Et donc, grâce à cette polyvalence, effectivement, on va pouvoir trouver le meilleur cadre d'emploi en fonction du besoin et ajuster ça. Et l'intelligence artificielle va nous aider là-dedans, justement, dans cette logique d'aller identifier la compétence clé au bon moment, au bon endroit, et donc d'aller donner un petit peu cette souplesse là où, effectivement, aujourd'hui, prendre une garde de 12 heures, c'est un cadre qui est à la fois recherché, parce qu'il est aussi assez sécurisant, il permet de planifier l'organisation d'une vie professionnelle et d'une vie personnelle, dont on sait que maintenant il y a un grand attachement à être capable de concilier les deux. Donc, ça présente aussi des avantages, parfois, cette forme de rigidité ou cette planification dans l'organisation du travail. Mais voilà, aux interstices, on arrive à trouver quand même des marges au-delà de la simple construction du planning. Très bien. Eh bien, Arvin, Guillaume, un grand merci à tous les deux pour la richesse de vos échanges et la clarté de vos analyses sur ce sujet que je trouve essentiel, ce sujet de l'engagement des collaborateurs. Arvin Agapen, je le rappelle, vous êtes senior directeur major Accounts Services chez ADP et Guillaume Goutet, vous êtes directeur des ressources humaines du groupe Elsan. Au fil de cette heure de discussion, vous avez apporté un éclairage précieux sur les leviers multiples de l'engagement, on l'a dit, donc le développement des compétences, l'intégration de l'intelligence artificielle, mais aussi la place centrale du management, du sens et de la flexibilité au quotidien. Vous nous avez rappelé également que l'engagement ne se décrète pas, il se construit pas à pas à travers des pratiques concrètes, une culture d'écoute et une attention constante portée aux collaborateurs.
Je tiens aussi à remercier l'équipe web marketing de Parlons RH et tout particulièrement Ferhat Dandoun pour la mise en place technique de cette table ronde et la modération. Et puis, bien évidemment, merci à vous de nous avoir suivis en direct et d'avoir posé vos questions sur nos plateformes de diffusion. Si vous souhaitez revoir cette table ronde, sachez que le replay sera disponible dès la fin de ce live. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous très bientôt pour de nouveaux échanges autour d'enjeux passionnants qui façonnent le monde des RH. À bientôt.